Bonjour, lundi 10 septembre, il est 11 heures, nous pouvons nous retrouver donc pour notre cinquième webconférence. Ce cycle de conférences qui sont consacrées aux solutions pratiques pour développer les compétences en entreprise, compétences évidemment que l'on attache à compétitivité et performance. Je rappelle que ce cycle est composé de 12 conférences que nous avons déjà balayées lors d'un premier cycle, la professionnalisation des salariés. Pourquoi ? Comment? Donc c'était quelles compétences pour soutenir la performance, la mobilisation des salariés pour en tous les cas s'engager en formation, et puis nous avons vu aussi les différentes modalités de formation et comment réaliser des actions de professionnalisation efficaces. Notre deuxième cycle de conférences s'engage après la promulgation de la loi, puisque ce deuxième cycle est consacré à la réforme de la formation, et on va se poser la question de ce qui change pour vous, pour nous. Et notre premier thème sera consacré au recrutement en alternance. Nous verrons ensuite la formation avec le compte personnel de formation, le dialogue avec les instances représentatives du personnel, formation, et puis nous conclurons ce deuxième cycle autour de la réforme de la formation sur comment utiliser les possibilités et les ressources de CGM. Alors cette conférence, cette conférence consacrée au recrutement en alternance, elle a été engagée, une réforme de la formation engagée par le gouvernement, et notamment on peut se rappeler qu'il y a quasiment un an, le gouvernement invitait les partenaires sociaux justement à négocier autour du dispositif de formation par alternance, considérant que celui-ci était à la fois complexe, peu efficient, peu transparent, avec une organisation notamment si on comparait celle-ci aux autres États européens. Néanmoins, le gouvernement reconnaissait dans sa note d'orientation que si les partenaires sociaux, en créant le contrat de professionnalisation en 2004, donc, avaient néanmoins apporté un certain nombre de souplesses, avec un financement au contrat qui garantissait une meilleure utilisation des fonds, la coexistence de deux systèmes de formation par alternance, donc contrat pro et contrat d'apprentissage, participait en tout cas d'une complexité et au final d'un manque d'attractivité de la formation par alternance. En novembre 2017, le gouvernement indiquait que la formation en alternance nécessitait une révolution copernicienne, n'ayons pas peur des mots, et il traçait trois grands axes pour cette réforme. C'était comment mettre en place un système de financement au contrat en alternance, apprentissage et professionnalisation, qui garantissait en tout cas la transparence et l'utilisation optimale des ressources fonds publics. Comment améliorer un système de péréquation qui permette aux branches qui souhaitent développer l'alternance mais qui n'ont pas suffisamment de ressources. Et puis enfin, comment améliorer des modalités d'évolution qui garantissent aux jeunes et aux familles une pleine connaissance des taux et des débouchés dans l'emploi. Je le disais en préambule, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été promulguée le 5 septembre dernier par le président de la République. Et donc, nous retrouvons notre ami Jean-Pierre Willems, qui est consultant en droit de l'information professionnelle et consultant en droit du travail, pour aborder la question de l'alternance sous l'angle de la réforme telle qu'elle a été engagée par cette loi. On s'accorde, comme à l'accoutumée, 30 minutes de déroulé de Jean-Pierre, qui sera soutenu par une présentation que vous pouvez visualiser en même temps que nous allons exposer nos différents thèmes. Pendant ces 30 minutes, vous pouvez aussi poser des questions par chat, et puis ce que l'on s'accorde, c'est 10-15 minutes en conclusion pour pouvoir apporter réponse. Bon, si tant est qu'on ne puisse pas le faire en direct, de toute façon, on recensera l'ensemble des questions, et puis on y répondra ultérieurement, et vous pourrez retrouver l'ensemble à la fois de la présentation
de notre intervention enregistrée vidéo et des réponses à vos questions sur le site internet d'AGFOS PME CGM. Voilà Jean-Pierre, quelques mots, l'essentiel de ce qui trace aujourd'hui cette 5e conférence consacrée à l'alternance, et tu vas pouvoir nous indiquer si la réforme, finalement, si la loi a finalement respecté les attendus du gouvernement tels qu'ils avaient été annoncés il y a quasiment un an. Bonjour à tout le monde, merci Bernard de cette introduction. La réforme de l'alternance, c'était dans cette réforme vaste d'ampleur qui va toucher au financement de la formation et à l'intégralité des dispositifs, mais aussi à l'orientation professionnelle, à la formation initiale et donc à l'accompagnement des salariés, à la formation des demandeurs d'emploi. Donc une réforme, l'intégralité de l'environnement de la formation, mais à l'intérieur, la première priorité, le point central et peut-être d'ailleurs ce sur quoi le gouvernement met le plus d'enjeux et ce sur quoi il estimera que cette réforme a réussi ou non, c'est l'alternance et particulièrement la formation des jeunes en alternance. Ce sont deux priorités alors articulées sur des motivations un tout petit peu différentes. L'emploi des jeunes est évidemment une priorité compte tenu d'un taux de chômage des jeunes qui reste supérieur au taux de chômage des autres catégories d'actifs et que ce chômage touche très principalement les jeunes sur les premiers niveaux de qualification, voire qui ont quitté le système scolaire sans qualification. Il y a une corrélation très forte entre le niveau de sortie du taux de chômage des jeunes ensuite. Donc c'est vraiment une priorité du gouvernement. Et il y en a une deuxième sur la formation en alternance, qu'elle concerne d'ailleurs les jeunes ou pas, puisqu'on considère qu'une formation qui se déroule à la fois à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise est pédagogiquement mieux garantie dans sa réussite qu'une formation qui se déroulerait uniquement dans un univers. Donc le gouvernement a la conviction que le dispositif de formation en alternance est plus efficace que d'autres, et l'ambition d'ailleurs de faire que des jeunes qui sont aujourd'hui élèves ou étudiants en statut de formation initiale puissent faire leurs études, y compris des études de longue durée, alternant, dans le cadre de l'apprentissage ou bien du contrat de professionnalisation, puisque finalement tu faisais référence, on a conservé les deux dispositifs avec une zone de recouvrement qui va être plus importante, mais un contrat de professionnalisation qui trouve toujours son utilité pour accéder à certains types d'emplois. Nous allons bien sûr y revenir. Alors, 3 dispositifs aujourd'hui que nous allons vous présenter dans leur nouvelle configuration. En premier lieu, le contrat d'apprentissage, parce que c'est lui qui fait l'objet d'une révolution, alors copernicienne sans doute, parce que sur l'apprentissage, il y a des ruptures fortes avec le système que l'on connaissait précédemment. Sur le contrat de professionnalisation qui est davantage dans la continuité. Et puis, on a un nouveau dispositif, la professionnalisation en alternance, qui remplace, pour ceux qui étaient habitués, les périodes de professionnalisation, et qui va permettre là, non pas de recruter, mais de former en alternance des salariés qui sont déjà en CDI dans l'entreprise. 3 dispositifs, et le principal, c'est l'apprentissage. Alors, sur l'apprentissage, avec les comparaisons européennes auxquelles tu faisais référence, et en analysant aussi la manière dont fonctionne le système français, le gouvernement a fait un diagnostic, c'est que la manière dont était organisé l'apprentissage aujourd'hui ne permettait pas de répondre aux demandes potentielles de l'apprentissage des entreprises, mais aussi des jeunes ou de leurs familles. Autrement dit, on a considéré que le système qui consistait à créer des CFA sous autorisation du conseil régional à ne pouvoir développer des sections d'apprentissage que si une collectivité publique s'engageait à la soutenir, y compris financièrement, était un système malthusien qui ne permettait pas d'avoir une offre d'apprentissage sur l'intégralité des métiers, des qualifications. Et donc, on a choisi de faire un dispositif d'apprentissage qui, dorénavant, fonctionnera de la même manière que celui du contrat de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on ne va plus, et au passage, donc, on réforme l'usage de la taxe d'apprentissage, la manière dont elle va alimenter l'activité d'apprentissage, avec un financement qui dorénavant ne financera plus les structures. Alors
pour la dernière fois en février 2019, vous allez pouvoir verser la taxe d'apprentissage suivant les mêmes modalités que précédemment, mais à compter de 2020, cette taxe sera entièrement collectée par les opérateurs de compétences et ils financeront, dans le cadre d'un coût-contrat défini par les branches professionnelles, les contrats d'apprentissage. On va ici essayer d'arriver au même objectif que pour les contrats de professionnalisation, qu'il n'y ait aucun contrat d'apprentissage qui soit refusé pour des raisons financières. C'est-à-dire que absolument tous les contrats seront financés, y compris en croissance, ce qui est l'objectif de la réforme. Donc on va avoir une transformation de l'apprentissage qui va entrer progressivement en vigueur et que nous allons vous présenter. L'objectif est que, à terme, alors sur le principe, ce sera ouvert à partir du 1er janvier 2020 et je vous indiquerai les étapes intermédiaires en 2019. Toute entreprise doit pouvoir recruter tout jeune qui le souhaite pour, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, préparer un titre ou un diplôme dans n'importe quel métier ou n'importe quelle spécialité, à condition de trouver uniquement un centre de formation d'apprentis qui, pour devenir centre de formation d'apprentis, ne sera plus assujetti qu'à une seule condition, non une condition d'agrément par un conseil régional, mais une condition de certification au titre de l'apprentissage. Un référentiel de certification sera élaboré dès le début de l'année 2019. Tout organisme qui le souhaite, mais également éventuellement toute entreprise qui souhaiterait devenir CFA pourra obtenir ce label et ensuite être opérateur sur le champ de l'apprentissage. Donc on va passer d'une offre d'apprentissage, il existe aujourd'hui environ 1 millier de CFA en France, dans différents domaines, et potentiellement ce nombre pourrait doubler, voire tripler, car n'importe quel établissement de formation, mais aussi toute entreprise qui en a les moyens et les ressources, pourrait devenir CFA. Le pari qui est fait, c'est que l'augmentation de l'offre permettra de générer une demande qui était soit potentielle, soit inexprimée, et permettra également aux jeunes de faire le choix de la voie de la formation d'apprentissage pour poursuivre leurs études par rapport à la voie de la formation initiale. Les avantages de l'apprentissage dans ce domaine, si on peut préparer les mêmes diplômes, étant évidents. Dans le cadre de l'apprentissage, les études sont gratuites, elles sont parfois payantes dans le cadre de la formation initiale. On a un contrat de travail et donc on acquiert des droits liés à la qualité de salarié, ce qui n'est pas le cas quand on est élève ou étudiant. On a une rémunération, ce qui permet peut-être à certains de suivre d'ailleurs des études alors qu'ils auraient plus de difficultés dans le cadre de la formation initiale. On acquiert à la fois le même type de diplôme mais aussi une expérience, on développe plus rapidement les compétences, donc c'est les raisons pour lesquelles comparativement, le gouvernement pense qu'il faut privilégier cette voie d'éducation et de formation par rapport, y compris, à la voie de la formation initiale et annonce assez clairement que ça ne lui poserait pas beaucoup de problèmes si dans les lycées ou dans les universités ou dans les écoles, il y avait un peu moins d'élèves et d'étudiants et un peu plus d'apprentis. Tous les organismes publics, mais ça ne leur est pas réservé, seront invités à développer leur filière d'apprentissage. Donc on est sur une réforme d'ampleur avec des objectifs ambitieux qui mettra sans doute quelques années, mais dont on va voir concrètement, rapidement, de quelle manière vous pouvez profiter des opportunités qu'elle ouvre. Alors dans un premier temps, donc, ce sont les CFA existants, les 1000 auxquels je faisais référence, qui, dès le 1er janvier 2019, acquièrent la possibilité d'ouvrir des sections nouvelles d'apprentissage sans ne plus avoir besoin de l'aval du conseil régional. Autrement dit, tout centre de formation existant qui le souhaiterait peut développer une offre de formation d'apprentissage, peut accueillir des apprentis dans tous les domaines et tous les métiers pour lesquels il arrive à avoir une entreprise qui est prête à recruter, des jeunes qui sont intéressés par le métier et un diplôme, que l'apprentissage reste un dispositif exclusivement diplômant. Alors diplôme ou titre, c'est-à-dire une certification qui figure au répertoire national de la certification professionnelle. Actuellement, ce répertoire comporte 8000 diplômes et titres, donc une offre qui couvre assez largement l'intégralité ou quasiment des métiers existants. Cette possibilité, donc ouverte en 2019 au CFA de mettre en place des nouvelles filières, des nouvelles activités,
elle va se déployer au cours de l'année 2019, il n'y a pas d'obligation, c'est à l'initiative de chacun, et ce qui veut dire qu'on pourrait donc, dès la rentrée 2019, puisque aujourd'hui encore en apprentissage, les rentrées se font traditionnellement, alors le gouvernement souhaite que ces rentrées puissent se faire à n'importe quel moment de l'année, on pourrait avoir, dès l'année 2019, des possibilités d'apprentissage supplémentaires par rapport à celles qui existent aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qui est possible, comme cette possibilité est réservée aux CFA existants, il faut se rapprocher des CFA avec lesquels vous travaillez déjà, éventuellement à ceux auxquels vous versez votre taxe d'apprentissage, ou bien ceux qui se trouvent dans un rayon géographique pas trop éloigné, encore que la loi ouvre également la possibilité de réaliser tout ou partie de la formation en apprentissage à distance, ce qui pourrait modifier l'exigence que l'on avait jusque-là d'avoir finalement pas trop éloigné de chez soi pour pouvoir gérer l'alternance. Cette possibilité d'ouvrir des nouvelles filières et des nouvelles sections sera au 1er janvier 2020, donc dans un petit peu plus d'un an, ouverte à tout établissement de formation ou toute entreprise qui a obtenu son agrément en tant que CFA, et donc on aura sans doute un élargissement, voire une prolifération de l'offre de formation en apprentissage. Ces filières et ces contrats nouveaux, il va falloir en assurer le financement, et pour cela, on va changer le modèle de la taxe. Alors, pour l'année 2019, les entreprises vont payer en février 2019 la taxe sur la masse salariale 2018 sur des règles inchangées puisqu'elles concernent l'année 2018, même si elles alimenteront l'activité des CFA en 2019. Donc pas de changement pour la taxe à venir. Vous faites toujours les mêmes types de versements avec les affectations au CFA dans lesquels vous avez inscrit des apprentis ou de votre choix, ou bien l'organisme collecteur auquel vous avez fait votre versement, en l'occurrence AGEFOS CGM, fera lui le choix en fonction des priorités du secteur. À partir de l'année 2020, la taxe d'apprentissage sera intégralement collectée par AGEFOS CGM et elle servira à financer les contrats d'apprentissage conclus entre les entreprises et les jeunes au coût contrat. Donc les CFA seront directement payés par l'AGEFOS. Pour l'entreprise, l'apprentissage demeure gratuit. Pour le jeune, l'apprentissage demeure également gratuit. Et le financement est assuré. Donc il n'y aura pas de difficulté. Et si, pour les secteurs qui recrutent beaucoup d'apprentis, la ressource financière venait à manquer, on a mis en place une structure de péréquation nationale, France Compétences, qui garantira le financement de l'intégralité des contrats, qui jouera le rôle de caisse mutuelle entre les différents opérateurs et qui financera les contrats. Donc, un système qui est garanti et qui est appelé à se développer. Il y a un troisième enjeu auquel essaie de répondre le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 450 000 apprentis. Ce chiffre est d'ailleurs assez stable sur les 10 dernières années. Et le gouvernement considère que cette stabilité est en soi la marque d'un échec, d'un certain échec, puisqu'on n'arrive pas à développer le volume d'apprentis. Et si on approfondit un petit peu, si on rentre dans le détail des chiffres, on s'aperçoit qu'il y a en réalité deux publics et deux sortes d'apprentissage sur les niveaux de qualification de niveau 5 et 4, c'est-à-dire CAP, BP ou Bac. On a un nombre d'apprentis qui chaque année diminue régulièrement. Donc les apprentissages sur ces niveaux de qualification diminuent, alors que sur les niveaux supérieurs, donc les niveaux Bac plus 2, niveau 3, les niveaux licence ou master, ou les niveaux grandes écoles, écoles d'ingénieurs, puisqu'on peut faire tous les niveaux de formation dans le cadre de l'apprentissage, il y a par contre de la croissance. Le nombre d'apprentis augmente. Donc au final, il est stable, mais on perd des apprentis sur les premiers niveaux et on en gagne sur les niveaux supérieurs. On s'aperçoit aussi en regardant ces populations que les jeunes qui rentrent en apprentissage sur des niveaux 5 et 4 arrêtent leurs études sur ces niveaux-là et ensuite entament leur carrière professionnelle. Alors que les jeunes qui concluent des contrats d'apprentissage dans l'enseignement supérieur ne vivent déjà de l'apprentissage, mais étaient étudiants et trouvent là une manière de terminer leurs études dans un cadre qui est plus avantageux pour eux le plus souvent.
Donc on a deux populations distinctes. Et un des enjeux forts de la réforme est de les réconcilier, de créer des filières et des passerelles, et d'avoir la possibilité de pouvoir dire à des jeunes que s'ils font le choix de l'apprentissage, ils pourront mener leurs études en continuité, s'ils le souhaitent ou s'ils le peuvent, à condition bien évidemment que l'offre le leur permette et qu'on puisse avoir de vraies filières de formation, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un CAP ou un BP puisse avoir derrière soit un bac professionnel, soit un titre de niveau 4, qui lui-même soit suivi d'un diplôme de l'enseignement supérieur, etc. C'est-à-dire que ces filières de professionnalisation, de qualification soient organisées. Et pour ce faire, le gouvernement a prévu la création de campus des métiers et des qualifications qui associeront des établissements publics, mais aussi des établissements privés, des entreprises, de manière à avoir une offre de formation attractive pour les jeunes, parce que il y a aussi une question d'attractivité pour les jeunes des filières d'apprentissage qui ont souvent une image très traditionnelle et un peu décalée par rapport à ce qu'est la réalité de l'apprentissage aujourd'hui, où on peut déjà faire des tas de métiers très différents dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc la volonté d'organiser et de dire aux jeunes, la voie de l'apprentissage, c'est une voie à la fois d'excellence au plan professionnel, mais c'est aussi une voie d'études, et ceux qui veulent faire des études de longue durée peuvent s'engager dans l'apprentissage, ça ne leur ferme pas du tout la porte d'études de plus longues ou de diplômes de niveau supérieur. Au 1er janvier 2019, entreront également en vigueur des modifications sur le régime du contrat d'apprentissage qui ne s'appliqueront pas simplement aux contrats nouveaux conclus en 2019, mais aussi aux contrats en cours qui auront commencé à cette rentrée de 2018, de manière à résoudre un certain nombre de difficultés qu'avaient fait remonter les entreprises sur la gestion des contrats d'apprentissage des apprentis, le déroulement du contrat, le traitement des difficultés. Une des premières modifications, ce sont les conditions de rupture. On avait ici une survivance historique de l'époque qui date d'avant 1974, c'est dire si c'est une survivance, où tous les apprentis étaient mineurs. L'apprentissage, c'était 16-21 ans, on ne pouvait pas conclure de contrat d'apprentissage au-delà, et la majorité à l'époque était à 21 ans. Donc tous les apprentis étaient mineurs, et donc on avait instauré une protection qui voulait qu'il n'y avait pas de licenciement, même quand les choses se passaient très mal, et même quand l'apprenti ne venait plus, ou commettait des erreurs qui faisaient qu'on ne pouvait pas le conserver, ou s'avérait inapte au métier qu'il était en train. Il fallait aller voir les conseils des prud'hommes si on n'arrivait pas à faire une rupture amiable pour rompre le contrat. Procédure très lourde et très décalée avec la réalité. Ça fait très longtemps que la majorité des apprentis ne sont plus mineurs et n'ont pas particulièrement à avoir une protection particulière à ce titre. Donc ici, on revient aux conditions de droit commun. En cas de difficulté avec l'apprenti de faute grave de sa part, le contrat pourra être rompu. Et on rajoute même la possibilité de rompre le contrat pour le cas où le centre de formation d'apprentis prendrait une décision d'exclusion, soit parce que le jeune n'arrive pas à suivre le parcours d'études et est en situation d'échec, autant arrêter plutôt que de faire perdurer une situation qui n'est pas satisfaisante, ou mais le jeune était exclu pour des raisons disciplinaires du centre de formation d'apprentis. Donc, on a pour l'entreprise ici, j'allais dire, au moins de l'appréhension dans la conclusion d'un contrat d'apprentissage, parce qu'en cas de difficulté, il sera plus facile de trouver une solution à la situation. On a ensuite une deuxième nouveauté qui n'est pas mineure, mais qui là ne prendra effet évidemment que pour les nouveaux contrats, c'est que l'âge limite pour conclure un contrat d'apprentissage, qui était de 25 ans, sera porté au 1er janvier à 29 ans. Donc on offre la possibilité à des jeunes qui auraient exercé des activités, qui seraient rentrés dans la vie active, et qui souhaiteraient reprendre des études avec la difficulté que les études, il faut les financer, qu'on ne peut pas, à un certain âge, d'une rémunération ou d'un salaire, etc., eh bien, reprendre dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, ce qui garantit d'abord un salaire, de toujours avoir le statut de salarié, mais de pouvoir revenir vers un diplôme avec une formation qui serait gratuite. L'intérêt pour les entreprises est peut-être d'avoir sur l'apprentissage, du coup, une population avec un petit peu plus de maturité que lorsqu'on a des jeunes de 16 ou 18 ans, maturité professionnelle, expérience professionnelle, qui peut-être, après avoir eu quelques années
d'activité, eh bien, a des choix qui sont plus éclairés, plus affirmés sur les filières de formation, donc une motivation peut-être supérieure. En tout cas, ça offre la possibilité de recruter un public plus large, avec des profils un petit peu différents, de réfléchir à sa politique de recrutement en se disant, sur tel ou tel métier, quelle est la bonne tranche d'âge en termes de maturité professionnelle, en termes de comportement, en termes de parcours préalable, qui permettrait de réaliser un contrat d'apprentissage dans les meilleures conditions. C'est une nouveauté. Alors, 30 ans, c'est l'âge limite pour conclure le contrat, mais ça n'empêche que le contrat peut se poursuivre dans la 30e ou 31e année, dès lors qu'il est conclu avant. Et on peut avoir donc ici une plage de salariés concernés très importante. On va avoir une nouveauté également en 2019, c'est que les diverses et multiples aides à l'apprentissage qui existent, les aides des conseils régionaux, les crédits d'impôt, etc., vont être regroupées en une aide, mais qui sera ciblée sur deux conditions. La première, elle est réservée aux entreprises qui ont moins de 250 salariés, et la deuxième, elle concernera vraisemblablement, un décret qui doit venir préciser cette question, mais elle ne concernera vraisemblablement que les jeunes de niveau 5 et de niveau 4, sans doute pas les niveaux d'enseignement supérieur, puisque comme je vous l'ai indiqué, c'est sur les niveaux 5 et 4 que l'on a une baisse des effectifs, alors que les niveaux supérieurs se développent. Donc l'aide sera sans doute ciblée, mais elle sera unique et simplifiée, et elle devrait, financièrement, lorsqu'on remplit les conditions, rendre l'apprentissage très attractif, sans que ce soit au détriment d'ailleurs du jeune qui aura toujours une rémunération en contrepartie de son activité, mais pour l'entreprise, on pourra avoir un jeune qui est formé spécifiquement sur les métiers de l'entreprise, qui prépare un diplôme reconnu et qui, au final, en termes de coût de main-d'œuvre, représentera sans doute un des contrats les moins chers qui existent en termes de contrat de travail. Donc, on a, avec ces évolutions, on pense qu'on aura davantage d'attractivité sur les jeunes et sur les entreprises. Et puis, on a aussi un aménagement qui, pour certains métiers, peut être très pratique, c'est que lorsqu'on parle de formation en alternance, cela veut dire qu'on alterne entre centres de formation et entreprises, mais la réglementation ne s'intéressait pas à l'alternance. On laissait ça aux soins de soit des organismes certificateurs qui mettaient une réglementation concernant leur diplôme dans leur référentiel, soit aux soins des établissements de formation. Ici, la loi apporte dorénavant une précision. Il est possible de ne commencer l'alternance soit en centre de formation, soit en entreprise, qu'au bout de 3 mois. Alors c'est pas une obligation, c'est une possibilité. Mais cela signifie que lorsqu'on est sur un métier où il y a quelques fondamentaux à maîtriser, voire des habilitations à obtenir, sinon on ne peut pas travailler, etc., on aura le temps d'avoir une plage de formation en centre de formation éventuellement très longue en début de contrat, de manière qu'il y a déjà des bases, des compétences dans le métier concerné ou qui remplit déjà les conditions pour être placé en situation professionnelle. À l'inverse, si on a besoin d'avoir, pour que la formation soit efficace, de commencer par une immersion en milieu professionnel, de passer du temps en entreprise, si l'entreprise veut avoir le jeune sous la main pour voir de quelle manière ça se réalise et s'il est apte effectivement à parvenir jusqu'au diplôme, eh bien on pourra commencer par une période de 2 ou 3 mois en entreprise avant de débuter la période de formation. Donc on a des souplesses d'organisation, des souplesses dans la gestion des difficultés, un élargissement des publics avec lesquels on va pouvoir travailler. Au final, tout ceci évidemment est fait pour favoriser une qualitative et on l'espère également qualitative de l'apprentissage. Je reviendrai sur les échéances 2019-2020, la manière dont tout ceci entre en vigueur, mais indépendamment du recrutement d'apprentis, je voudrais vous parler de nouveaux dispositifs qui concernent les salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise, qui sont dans le cadre d'un CDI, et que l'on peut également former avec un dispositif qui s'appelle la professionnalisation en alternance, qui est nouveau, qui démarrera à partir du 1er janvier 2019, et qui va vous permettre d'apporter soit un titre ou un diplôme, soit un certificat de qualification professionnelle, soit reconnu par la convention collective, donc des parcours de formation qui peuvent être très différents, qui concernera exclusivement des salariés
d'un niveau qui va être défini par décret, donc 5 et 4 c'est certain, peut-être même des salariés qui ont déjà une certification ou un titre de niveau 3, donc il faudra voir précisément où le décret fixe la barre, donc tous les salariés ne seront pas concernés, et qui permettra d'obtenir un financement de la part d'AGFOS-CGM pour financer la formation, le coût pédagogique et les frais annexes, et qui permettra donc d'avoir un cursus de formation qui est gratuit, sous réserve de dégager du temps pour pouvoir... Alors ce qui pourrait être d'ailleurs un dispositif extrêmement intéressant pour des activités cycliques, pour réaliser les formations sur des temps où il y a un peu moins d'activité, ou même pour pallier à une baisse ponctuelle d'activité qui permettrait de mettre les gens en formation et ensuite d'avoir un développement de compétences pendant ces périodes. C'est un dispositif nouveau. AGFOS-CGM vous mettra évidemment à disposition toutes les informations au fur et à mesure qu'il sera calé, mais pensez que vous avez deux possibilités, recruter en alternance ou former en alternance les gens qui sont déjà présents chez vous. Alors, concrètement, comment tout ceci va se déployer? Tout d'abord, les contrats de professionnalisation, eux, dans leur régime, ou dans leur financement, ou dans leur mode de fonctionnement, dans les possibilités que l'on a. Simplement, avec le développement progressif de l'apprentissage et l'ouverture de nouvelles filières, c'est sûr que lorsque la formation sera diplômante, et pour l'entreprise et pour les jeunes, il sera sans doute préférable de faire un contrat d'apprentissage par rapport à un contrat de professionnalisation. Donc à l'horizon 2020, quand on aura sans doute une offre d'apprentissage très développée par rapport à ce qui existe aujourd'hui, le contrat de professionnalisation trouvera son sens et son utilité lorsque l'on veut recruter des jeunes et les former, mais pas pour un diplôme. Soit pour un certificat de qualification professionnelle spécifiquement adapté aux exigences du métier, du secteur, soit sur une qualification reconnue par la convention collective, parce que on est sur du très spécifique. Et donc, lorsqu'on prépare un titre ou un diplôme, tendanciellement, vraisemblablement, on privilégiera le contrat d'apprentissage, et lorsque il n'y aura pas de titre ou diplôme correspondant, ou que ce titre ou diplôme sera moins bien adapté qu'un certificat de qualification professionnelle parce qu'il n'a pas été révisé depuis longtemps, parce que son contenu est peut-être moins ciblé sur les réalités ou les exigences des métiers tels qu'ils sont aujourd'hui, eh bien, le contrat de professionnalisation conserve tout son raison pour laquelle on n'a pas fusionné les deux contrats, parce que l'on a deux objectifs qui restent un petit peu différents. À partir du 1er janvier, vous bénéficierez de l'intégralité des nouveautés sur les contrats d'apprentissage, comme extension de l'âge, possibilité de recruter des jeunes un peu très jeunes, certes, moins de 29 ans, mais un peu moins jeunes que précédemment, possibilité d'aménager les ruptures, et ça vaut pour les, y compris pour les contrats en cours, et versement d'une aide unique qui simplifiera donc l'économie de ces contrats. En 2019, vous pourrez également bénéficier, si vous y trouvez un intérêt, des nouvelles filières de formation qui seraient mises en place dans les centres de formation d'apprentis actuels, qui ont donc la possibilité, dès le 1er janvier prochain, de vous proposer des formations et des diplômes pour des sections, pour des filières, pour des métiers qui n'existaient pas encore aujourd'hui. Et là, je vous invite à vous rapprocher des CFA avec lesquels vous travaillez, ou que vous connaissez, ou que vous pouvez identifier, de manière à voir de quelle manière leur offre va évoluer en 2019. Et puis, on a assoupli également autre chose, c'est la possibilité que le CFA confie à l'entreprise la possibilité de réaliser tout ou partie de la formation, non pas la formation pratique que l'entreprise doit de toute façon donner à tout apprenti, mais une partie de la formation d'acquérir les compétences qui sont visées par le diplôme et qui normalement se déroule en centre de formation. Alors pourquoi on a élargi et ouvert cette possibilité? Et dans votre secteur, elle trouve tout son sens, essentiellement pour deux raisons, des raisons d'organisation et également des raisons techniques. Si l'on souhaite que les apprentis se forment véritablement sur les techniques en vigueur dans les entreprises, il est très difficile, compte tenu du rythme d'évolution des techniques et des technologies,
de reconstituer à l'intérieur des centres de formation d'apprentis des plateaux techniques qui soient toujours à la pointe et au bout du jour. D'une part, compte tenu de leur coût, et d'autre part, du fait qu'on ne peut pas réinvestir dans toutes les écoles du territoire et avoir donc des plateaux techniques qui soient ou qui garantissent qu'ils sont exactement au même niveau que ceux que l'on trouve dans les entreprises. Cette course-là est une course perdue d'avance. Donc, on encourage les écoles et les centres de formation d'apprentis à confier aux entreprises la partie de formation qui, pour des raisons d'équipement, notamment, ne peuvent pas se faire, ne pourraient pas se faire exactement de la même manière dans les centres de formation d'apprentis. Donc là, il y a peut-être des voies de partenariat à réaliser et à se positionner aussi comme une entreprise formatrice si on en a le temps, les moyens, les ressources et évidemment la volonté. L'entreprise, dans le cadre du financement au contrat, serait rémunérée, rétribuée par le centre de formation d'apprentis dans le cadre de la convention de partenariat. À partir de 2020, vous pourrez recruter des apprentis pour tous les métiers pour lesquels il existe un diplôme correspondant, dès lors qu'une école aura fait le choix d'être certifiée et de préparer à ces diplômes. Donc, l'horizon 2019, c'est une croissance des possibilités de réaliser de l'apprentissage, des formations d'apprentissage, et 2020, on s'attend à ce qu'il y ait, au-delà d'une croissance, une diversification des possibilités qui seront offertes de conclure des contrats d'apprentissage, alors sous réserve évidemment que les entreprises et les jeunes y trouvent leur intérêt. On crée, alors que l'apprentissage était ancré dans un service public de l'éducation, de la formation initiale, on organise l'apprentissage autour de logiques de marché. Toute entreprise qui souhaite recruter, tout jeune qui souhaite conclure un contrat d'apprentissage, doit pouvoir trouver un prestataire de formation pour réaliser la formation qui l'amènera au diplôme souhaité. Donc, grande diversification à prévoir à partir de 2020. Et dans ce cadre-là, pour les entreprises qui en auraient les moyens, c'est-à-dire les capacités techniques, les ressources humaines aussi pour produire la formation, la capacité, pourquoi pas, de devenir soi-même CFA en obtenant la certification et d'avoir une activité formatrice. Alors, il y a un moyen terme, c'est pas tout ou rien, hein, c'est pas soit tout se fait dans le CFA pour la partie formation et soit je deviens moi-même CFA. Il y a cette possibilité de réaliser une partie de la formation qui normalement devrait se faire en centre à l'intérieur de l'entreprise en partenariat avec les centres de formation d'apprentis. Donc je crois qu'il y a là la place pour avoir un dialogue tout à fait nouveau entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis dans une logique d'attractivité particulièrement importante pour les secteurs soit qui ont du mal à recruter pour leur métier, soit qui manquent d'attractivité vis-à-vis des jeunes, soit qui sont méconnus. Peut-être que ces nouvelles dispositions sur l'apprentissage offrent des possibilités nouvelles de développer l'attrait des jeunes. Alors, en tout état de cause, la réforme en matière d'apprentissage et plus largement d'alternance conduit les entreprises à repenser un petit peu leur politique de recrutement au regard de leurs besoins de compétences, c'est-à-dire il y a toujours un intérêt à ce que la formation des personnes puisse être faite en relation avec finalement les conditions concrètes de travail. Mais on pourrait d'ailleurs avoir deux approches assez radicalement différentes sur la réponse à la question pourquoi je recruterai un apprenti. Je peux être dans une logique de moyen terme, voire long terme. Je recrute un apprenti parce que j'ai des besoins de main-d'œuvre, que je veux former les gens à des techniques bien particulières, aux spécificités de mon métier, que c'est une manière de recruter et d'attirer vers les métiers des jeunes et qu'ensuite je souhaite les conserver parce que ça correspond à mon développement, parce que ça correspond à ce dont j'aurai besoin, parce que si je l'organise de cette manière-là, ça répondra mieux à mes besoins de compétences. Et puis on peut avoir une deuxième logique. Le contrat d'apprentissage, avec les aides, avec les abattements de charges sur les salaires, et puis à faible coût salarial. Le contrat de travail qui coûte le moins cher,
sans pour autant pénaliser les jeunes, parce que l'essentiel du gain financier ne se fait pas, il se fait en partie sur le fait qu'on paie un prorata du salaire correspondant à l'emploi occupé, mais il se fait surtout sur les exonérations de charges et sur les aides apportées. Donc ça reste attractif pour les jeunes. Et donc une entreprise peut aussi avoir, et beaucoup le font, cette politique de dire c'est une main-d'œuvre complémentaire à un coût tout à fait compétitif, mais qui par ailleurs rend le service aux jeunes, de lui offrir un support pour accéder à un diplôme. J'ai pas forcément vocation à le garder, mais à partir de ce diplôme-là, il pourra faire son chemin éventuellement ailleurs. Chacun y trouve son compte. L'entreprise parce qu'elle a un surcroît de capacité de travail, et le jeune parce qu'il a un emploi, un statut de salarié, un diplôme au bout et une capacité d'insertion qui est améliorée. Donc on peut envisager le recours à l'apprentissage sous des formats et pour des objectifs extrêmement différents, avec du sens dans les deux cas. Voilà Bernard pour la présentation de cette réforme de l'apprentissage, qui est quand même sans doute la partie de la réforme de la formation dans laquelle on a le plus de rupture entre ce qui existait et ce que l'on essaie de mettre en place demain. Un thème extrêmement dense, parce qu'en fait, vient de s'écouler 45 minutes. Alors, plutôt que de faire des reformulations ou rebondir sur un certain nombre de ton exposé, Stéphanie, y a-t-il des questions? Oui, il y a une question de Luc. En ce qui concerne le dispositif Pro-A, est-ce qu'il concernera les salariés de plus de 45 ans? Oui, je reformule la question si tout le monde ne l'avait pas entendu. Est-ce que le dispositif de professionnalisation en alternance concernera les salariés depuis 45 ans? Oui, il n'y a pas de limite d'âge particulière. Il n'y a qu'une condition. C'est une question de niveau. C'est-à-dire que le gouvernement considère que les financements affectés à la formation, à partir des contributions payées par les entreprises, pour gagner en efficacité, devaient être centrés sur certains dispositifs ou certains salariés, et ne pas servir à tout et parfois n'importe quoi. Donc, on a donné des critères. Mais le critère ne porte que sur le niveau de la personne et pas du tout sur son âge. Donc, il n'y a pas de limite particulière d'âge. On peut avoir 20 ans, on peut en avoir 50, on peut, etc. Par contre, il y aura une exigence de niveau. Niveau 5, niveau 4, c'est garanti. Peut-être niveau 3, on attend un décret sur le sujet. Donc, il faudra voir exactement où tombe la barre, et ce sera la seule condition concernant le salarié. Peut-être une remarque. Les premières négociations, les premiers éléments de la loi indiquaient un abandon de la période de professionnalisation. Oui. Et puis finalement, sans doute et les parlementaires se sont rendus compte qu'il y avait un trou important d'accompagnement à l'élévation des compétences par un certain nombre de publics. D'où ce que tu accentues en disant que ce sera sans doute réservé au niveau 5, 4 et peut-être 3. Mais aussi, alors c'est pas la période de pro telle qu'on l'a connue qui revient, mais c'est un dispositif analogue qui renforce le principe de l'alternance d'abord, qui renforce les objectifs à atteindre, qui renforce les publics, et les objectifs à atteindre, ça se traduit par des modalités contractuelles qui vont reconnaître la formation. C'est bien cela? Oui, tu as raison. Il va falloir formaliser dans le cadre d'un avenant au contrat. Donc, concrètement, il va falloir se mettre d'accord sur le projet. Donc, oui. Et tu te souviens de notre seconde conférence, nous avions parlé de l'importance que les salariés adhèrent au projet de formation comme garantie de l'efficacité de la formation suivie. C'est le moyen de le vérifier. Il ne faut pas le voir comme une formalité administrative, il faut que je fasse un avenant, etc. C'est surtout se garantir qu'on est sur un projet partagé avec le salarié. Le gouvernement souhaitait que ce ne soit pas qu'un dispositif financier. J'aide les entreprises à financer la formation. Il faut que le salarié soit impliqué. Alors on a trouvé la formule de l'avenant, on aurait peut-être pu trouver autre chose, mais il faut le voir comme la manière de s'assurer, de se garantir que le salarié est parfaitement informé de l'objectif et qu'il le partage. Ouais, donc un dispositif quand même très objectivé. Oui. Très objectivé entre les deux parties. Ce qui peut-être a manqué au dispositif précédent, peut-être le CTF en son temps, la période de pro maintenant, etc. L'exposé sur l'alternance a été extrêmement dense, mais nécessaire, parce que on se rend compte que dans cette loi,
c'est un des éléments les plus réformants, en tous les cas, qui bouscule un certain nombre de repères qui ont organisé le financement et l'organisation de ces formations durant ces 4 dernières décennies, si je puis dire. Néanmoins, on conserve bien 2 types de contrats. D'une part, contrat d'apprentissage, d'autre part, ce que d'aucuns en fait pensaient qu'il y aurait fusion. En fait, il n'y a pas fusion. Il y a bien coexistence des deux systèmes, mais néanmoins, on voit donc là le contrat d'apprentissage se rapprocher de manière extrêmement évidente en fait, de ce qui identifie aujourd'hui le contrat de professionnalisation. C'est le contrat pro qui fait repère. Oui, alors là, tu parlais de formalisme sur la professionnalisation en alternance. Et sur le contrat d'apprentissage, c'est l'inverse. Hein. On essaie d'alléger les contraintes administratives, les conditions de recours, les filières que l'on peut faire. On essaie d'ouvrir, de libérer effectivement les possibilités d'apprentissage, de rendre le dispositif plus attractif. Et je crois qu'il y a une vraie conviction. Si demain, les lycées se vidaient de leurs élèves, mais recruter des apprentis, ce serait une satisfaction pour le gouvernement. Et donc, il y a une volonté de substituer ce mode d'accès aux études à la formation initiale, c'est clair. Alors, sur le modèle, oui, les modèles suisses, allemands, plutôt nordiques, où l'entrée précoce en apprentissage ne préjuge ni de la durée des études, ni de la carrière professionnelle, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Donc on cherche à en faire une voie banale et ordinaire et généralisée de formation, d'études et d'accès à la qualification. S'extraire d'a priori plutôt négatif qui encadre aujourd'hui ce 450 000 contrats d'apprentissage, 205, 210 000 contrats pro. Les objectifs, c'est quoi pour les connaître? Non, parce on que avait cité 500 000 contrats d'apprentissage il y a très longtemps. C'est le million. Ouais. Le gouvernement n'a pas voulu donner de chiffres parce que chaque fois qu'on donne des chiffres, on s'enferme dans un objectif que les journalistes vous rappellent sans arrêt. Mais clairement, la cible, c'est qu'une part très importante d'une classe d'âge actuellement c'est 750 000 jeunes chaque année, une tranche très importante. Et alors si on reporte ça sur les jeunes jusqu'à 29 ans, dans un premier temps, j'allais dire, le succès de la réforme est quasi assuré, parce qu'en élargissant l'offre, en élargissant les publics, de croissance, presque mécaniquement, on va avoir de la croissance quantitative. Reste à voir si on arrivera à faire de la croissance qualitative, c'est-à-dire si on arrivera à créer véritablement ces passerelles et ces filières, si on n'aura pas de l'apprentissage à 2 vitesses, si on n'aura pas des dispositifs. Voilà. Ça, c'est un enjeu peut-être de moyen terme. L'enjeu immédiat, et peut-être pour les jeunes et pour les entreprises, c'est cette possibilité de faire de l'apprentissage là où on ne pouvait pas en faire, pour des métiers pour lesquels on ne pouvait pas en faire, et de se poser la question, est-ce que ça vaut pas le coup que sur certaines fonctions, j'ai un apprenti, alors que j'aurais peut-être pas un salarié. Et j'avais peut-être pas pensé à l'apprentissage. On remarque que le contrat de spécialisation, lui, on pourrait prendre un exemple, pour une PME, qui n'a pas des ressources illimitées pour recruter à tour de bras, sur certaines fonctions support, qui n'a pas les moyens de se doter d'une fonction qualité, d'une fonction ressources humaines, d'une fonction commerciale, parfois en supplément, etc., bien peut-être que l'apprentissage, dans son format de coût économique, permet de se doter d'une capacité, de compétences qu'on n'aurait pas eu dans un autre cadre, et de se poser la question du recrutement qu'on n'aurait pas fait pour un salarié, etc. Et je sais que des jeunes même à partir de 16 ans, mais sans doute de 20, 25, 26, 27, 28, 29 ans, il y a quand même une capacité de production évidente, des talents à aller chercher dans ce domaine-là. 2 petites remarques. La première, on n'a pas poussé jusqu'en 2021, où là, le dispositif de collecte sera assuré par les URSSAF, a priori. Oui, parce que ça change rien pour les entreprises. Taxe d'apprentissage incluse, ça c'est une chose. Et puis, on n'est pas rentré dans les mécaniques de financement, mais tu évoquais en préambule la répartition des effectifs, 2 tiers sur les niveaux 5, 4, 3, non, 5, 4. 5, 4. Et un tiers, 3 de 1. Dans la mécanique de financement, on peut craindre une dépréciation des niveaux supérieurs pour l'apprentissage.
il risque de se passer la chose suivante. C'est clair que toutes les priorités, on le voit avec la professionnalisation et l'alternance du gouvernement, c'est sur les premiers niveaux de qualification. Et là, leur alpha et oméga, c'est que le taux de chômage, notamment des jeunes, est strictement proportionnel à leur niveau de qualification. Quand on prend les jeunes qui aujourd'hui ont un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 1 ou 2, c'est un taux de chômage résiduel de 5 ou 3%, 2 ou 3 ans après la sortie, donc c'est pas un problème. Quand on prend les jeunes qui sont sortis sans qualification du système scolaire, on a 25-30% de taux de chômage en moyenne. Donc, c'est clair que la priorité est sur les premiers niveaux. Donc, ces premiers niveaux-là, les coûts de production des formations seront vraisemblablement intégralement par le système de financement et par les coûts fixés par les branches. Par contre, sur les niveaux supérieurs, on va faire un calcul économique un peu différent. On va considérer que la valeur ajoutée produite par l'apprenti est supérieure elle-même, que donc l'entreprise récupère une partie par le travail, que la formation n'a pas forcément à être plus chère, ou que l'investissement n'a pas à être assumé intégralement par la collectivité publique. Donc il n'est pas garanti qu'il n'y ait pas un coût résiduel que l'on ne pourra pas mettre à la charge du jeune, parce que la loi l'interdit, mais qui soit à la charge de l'entreprise, qui dit si je recrute un apprenti dans une école de commerce, eh bien, si la taxe d'apprentissage ne permet pas de financer l'intégralité du coût, peut-être que j'aurai un coût résiduel à ma charge, il faudra voir après l'ampleur. Et pour les écoles, d'ailleurs, c'est une pression pour avoir des coûts à la baisse, puisque si le reste à charge de l'entreprise est trop élevé, tout simplement, il n'y aura pas de clients. Aujourd'hui, on verse la taxe aux établissements et après, ils font fonctionner les sections. Demain, c'est une logique de marché. Si j'ai personne qui vient me voir parce que mon modèle économique il fonctionne pas, eh bien, ça ne marche pas. Ils iront voir ailleurs. Mais il risque d'y avoir, oui, sur le supérieur, effectivement, un coût résiduel à la charge des entreprises. Ce qui peut être contradictoire dans la volonté d'affirmer l'apprentissage comme étant une voie, si elle n'est pas royale en tous les cas, à l'identique des autres voies de formation initiale. Oui, mais c'est sur la base que je viens d'indiquer. Bon, il est quasiment midi, donc je crois qu'on va pouvoir conclure cette conférence en retenant quand même une chose, c'est que finalement aussi à travers cette rubrique de l'alternance, la loi de réforme de la formation professionnelle, c'est une loi pour l'emploi. Et là, c'est une loi pour l'emploi des jeunes. Sur les autres dispositifs, c'est pour l'emploi des jeunes. Les priorités, c'est de financer des formations qui ont un impact sur l'emploi. Oui, tout à fait. Bien, Jean-Pierre, il nous reste à te remercier très vivement, avec plaisir, pour ton intervention riche, j'allais dire croustillante, en tout cas extrêmement riche et étayée comme tu sais le faire. Remercier chacun d'entre vous qui a suivi pendant cette heure. Et puis, vous proposez de nous retrouver donc le lundi 8 octobre. Et là, on traitera du coût personnel de formation. Qui connaîtra lui aussi pas mal de modifications au cours de l'année 2019. Très bien, merci, au revoir. Merci Jean-Pierre. À bientôt.